Frédéric Baquet, Noël Chaplet, Patricia Farny, Jacqueline Gagnère, Boris Cyrulnik et Christophe Follet seront ces passeurs qui nous aideront à comprendre, à mettre des mots sur l'absence et accepter que le monde puisse continuer. Je vous remercie tous de votre présence et pour beaucoup de votre fidélité. Nous serons toute cette journée en confiance, dans le respect de chacun, et nous allons essayer de toucher le deuil de nos enfances. Christophe. Je pense que pour les parents, c'est le drame absolu, c'est le drame à l'état brut, ce sentiment d'être dépossédé de ce qu'on a en soi de meilleur. C'est un démembrement, c'est une injustice, c'est un non-sens. On est dans un contexte là qui est souvent violent, souvent brutal et là, totalement inattendu. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a après le processus de deuil, je rappelle, c'est le deuil, hein. C'est une intelligence de notre esprit à cicatriser la rupture d'un lien d'amour, d'un lien émotionnel. Hein. Et le processus de deuil, ce n'est pas du tout l'ennemi. L'ennemi, si ennemi il y a, c'est la mort de l'enfant. C'est lui le lieu de la violence. Le deuil, c'est le processus qui a pour fonction d'aider à cicatriser cette plaie à l'intérieur de nous. Et ce processus, il a des étapes, il a un temps, mais c'est notre allié, c'est l'expression de l'intelligence de notre corps par rapport à la violence d'un traumatisme. L'enjeu, on ne peut pas développer, parce que ça peut être toute une journée hein, sur le mode tout petit, mais les enjeux émotionnels qui sont assez majeurs, notamment l'idée d'injustice, de pourquoi ça nous tombe sur nous. On oublie que il y a quelques siècles, il y avait des grandes familles sur 10 enfants, il y avait peut-être que 2 enfants qui restaient vivants, et que beaucoup d'enfants décédés et beaucoup de mamans décédées en couche. Et ce qui est vécu maintenant comme une aberration, ça reste une aberration, d'accord, mais était intégré plus socialement, et il y avait beaucoup plus de contenants, beaucoup plus socialement de bras qui venaient entourer la maman ou le papa qui venait de perdre leur petit, parce qu'il y avait quelque chose qui était non pas de la normalité, mais quelque chose qui était naturel dans le processus. On voit encore dans des pays qui sont défavorisés au niveau sanitaire. Donc là, maintenant, il y a un changement dans notre société où la mort de l'enfant ne doit pas être. Et si la mort de l'enfant ne doit pas être, vous voyez immédiatement pointer quelque chose qui est de l'ordre de la culpabilité du parent. Comme ça ne doit pas être, il y a eu une erreur, ou alors il y a eu une faute. Et le mot faute en latin, c'est culpa, et ça a donné culpabilité, forcément. Et donc si le petit vient à mourir, le papa et la maman, et beaucoup la maman, se demandent mais qu'est-ce que j'ai fait pour engendrer cela? Et ce poids, cette couche de culpabilité vient véritablement, pas parasiter, mais vient véritablement mettre un fardeau supplémentaire sur le vécu du deuil. Comme il y a parfois une très grande présence de la culpabilité, la maman souvent se dit, s'il n'y a pas de cause extérieure, je suis nécessairement la cause, parce que c'est moi la maman, et une maman, son premier devoir, c'est de protéger son enfant. Et souvent, j'essaie d'amener les mamans à dire, ok, est-ce que le premier devoir d'une maman, c'est de protéger son enfant, mais est-ce que son premier devoir, c'est pas d'abord d'aimer son enfant? Mon premier devoir, c'est d'aimer mon enfant et de voir après si dans le cas de cet amour, je peux créer les conditions pour le protéger. Le protéger d'un cancer, le protéger d'une cardiomyopathie, le protéger de quelque chose. Donc c'est vraiment différencié. Parce que sinon, se met en cause, je suis une mauvaise maman, parce que je n'ai pas su protéger, alors que j'ai pu manifester tout mon amour pendant l'accompagnement de mon petit à l'hôpital jusqu'à son décès, et je n'ai pas su le protéger là parce que je n'avais pas les moyens de le protéger, mais j'avais les moyens de l'aimer jusqu'au bout. Donc ça permet un petit peu de faire glisser la culpabilité à ne pas avoir su protéger vers
à avoir su aimer jusqu'au bout. La grande difficulté, c'est que quand on perd un tout petit, mais vraiment parfois un tout petit, qui le connaît? Qui a établi un lien avec lui? Qui a eu des conversations? Qui est parti en vacances avec lui? Personne. Donc c'est un des poids de ce deuil si particulier, c'est que parfois les parents ou les grands-parents, frères et sœurs ou les tout proches sont les seuls à porter le nom, le souvenir des quelques bribes d'échange avec ce petit enfant. Et c'est parfois toute une difficulté de devoir revendiquer la vie de cet enfant alors que personne ne l'a connu. Et comme personne ne l'a connu, les gens ont beaucoup plus tendance à rapidement l'oublier, ne plus mentionner son nom, ne plus l'évoquer, et que quand le parent, parce que c'est nécessaire, hein, ça fait partie du processus de deuil, a envie de nommer son enfant décédé qui a vécu pourtant que 2 jours, les proches autour, les proches un petit peu loin disent « Oh là là, est-ce qu'on plaît dans son malheur, elle remet le couteau dans la plaie, c'est vraiment n'importe quoi, il n'a vécu que 2 jours », ces phrases qui sont d'une violence incroyable, alors que ça répond véritablement à un besoin du parent de « j'ai cet enfant et il est décédé ». Et donc il y a tout un chemin intérieur à décider à qui j'ai envie de livrer cette dimension extrêmement intime de mon être. Et parfois, on peut être très confortable à des gens à qui on n'a rien à faire de dire « j'ai 3 enfants ». Comme ça, et on sait dans son cœur, on en a 4, hein, d'accord, mais comme ça, on ne livre rien de sa souffrance, de sa peine, de son chemin de deuil à cette autre personne. Ou alors, si c'est quelqu'un que l'on a envie avec lequel on a envie d'entrer dans un rapport plus authentique, plus vrai, de dire j'ai 3 enfants, mais j'en ai perdu un à la naissance. Et là, d'emblée, on livre quelque chose de sa blessure, de sa vulnérabilité. Et ça, c'est vraiment un choix qui est important de pouvoir faire pour être pas submergé à chaque fois par la souffrance. On doit tout faire pour leur permettre de rester ensemble, de se créer des souvenirs ensemble. Et c'est ça, cette force du lien, c'est ce lien qui leur permettra, une fois que l'enfant sera décédé, de pouvoir poursuivre leur chemin, parce que d'un voyage on en revient, de la mort on n'en revient pas. Donc, très important d'avoir des mots précis, d'avoir des mots clairs et de dire la vérité. Ça ne sert à rien de vouloir emballer les choses, l'enfant perdra confiance en nous, ça c'est certain, et il n'aura pas les réponses, et s'il n'a pas les réponses, sa souffrance sera encore augmentée. Avec le départ de la mère, je deviendrai aussi une sorte d'orpheline endeuillée de ma propre enfance. Car oui, je pense qu'il faut insister là-dessus, la mort d'un père ou d'une mère renvoie forcément au deuil de sa propre enfance. En disparaissant, le parent, particulièrement la mère d'ailleurs, qui vous a porté au sens propre et au sens figuré, nous contraint à renoncer à la main qui nous naît depuis toujours, depuis la naissance. Et c'est comme si le fil, tout à coup, allait s'interrompre, du moins symboliquement. Perdre la mère, perdre sa mère, nous confronte donc à une solitude nouvelle, d'adulte. Quel que soit notre âge, quel que soit le lien heureux ou malheureux qui nous unissait à cette mère. Toute l'enfance semble, avec la mort du parent et de la mère tout particulièrement, tomber d'un coup dans un gouffre fondamental. La mort de la mère, d'une certaine manière, raconte notre propre mort et l'écrit en pointillé. À moins que cette mère ait fait, comme dans le cas de la mienne, dans sa leçon dernière, à moins que cette mère ait veillé au grain, comme on dit,
et qu'elle ait songé, avant de partir, à conjurer ce sentiment extrême de l'abandon que peut éprouver l'enfant, endeuillé de lui-même. Ce fut l'occasion, pour ma mère et pour moi, d'un véritable travail au sens psychanalytique du mot, associé évidemment au travail du deuil. Grâce à la sérénité de son geste, ma mère m'avait appris à anticiper à la fois non seulement la perte d'elle-même, la perte de la mère, mais également celle de l'enfance. Elle avait en quelque sorte conjuré les deux en même temps, ensemble, elle et moi, durant les 3 mois du compte à rebours de sa mort annoncée. Nous nous sommes attelés à faire que le fil ne se rompe pas. Nous avons, elle et moi, revisité les objets de l'enfance, les souvenirs de l'enfance, qu'elle avait gardés. Et là encore, comme dans la dernière leçon, et ce n'est pas un hasard, c'est à ma mère, à ma propre mère, que je veux raconter comment je deviens grand-mère. Le comté, transmission oblige. Pour moi, les explications psychologiques ou sociologiques ne suffisent pas à expliquer ce lien si privilégié, si précieux qui existe entre la grand-mère et son petit enfant. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre, cet émerveillement particulier de ce déplacement générationnel est autrement plus passionnant et troublant. Nous sommes là, avec la grand-maternité, dans un bouleversement bien plus profond, je dirais d'ordre psychique. Le moi oublié des souvenirs d'avant les souvenirs. Oui, on peut les retrouver dans la mémoire de son propre corps, dans la mémoire de son âme, pour peu qu'on accepte de le revivre avec le tout petit. Cela implique évidemment de changer d'échelle. Cela implique évidemment d'avaler la potion magique. Mais jouer à rejouer avec l'enfant de l'enfant, c'est être à nouveau l'enfant qu'on est. L'autre jour, j'ai discuté avec une petite philosophe de 5 ans et je lui dis, et pour toi, la mort, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, oh, ben, c'est facile, la mort, tu tombes, tu es froid, on t'emmène à l'hôpital, on te réchauffe et tu reviens. Donc pour elle, c'était un concept très facile. Et puis vers l'âge de 6 ou 8 ans, il se passe un phénomène, c'est qu'à ce moment-là, on accède enfin, non pas à la perception du temps, mais à la représentation du temps, parce que c'est à cet âge, on a de la mémoire, une histoire, un développement de ce qui nous est arrivé, et on a une anticipation de ce qui va nous arriver. Donc on a accès à une représentation du temps. Et là, le mot mort devient adulte. On a 6 à 8 ans, dans les pays en guerre ou chez les enfants qui connaissent une tragédie familiale, c'est 6 ans, 5-6 ans. Dans les pays en paix ou chez les enfants qui se développent paisiblement, c'est 7-8 ans. Donc ça veut dire déjà que le milieu, les événements de vie, participent à la construction de ce sentiment de mort. Je bien dit sentiment de mort, c'est-à-dire quelque chose qu'on éprouve, mais qui est provoqué par une représentation. Parce qu'on ne perçoit pas la mort. On ne peut que se représenter la mort. Parce que jusqu'à maintenant, personne n'est revenu de la mort pour nous dire comment c'était là-bas. Donc on ne peut que l'imaginer. Donc ça veut dire que l'émotion, on peut déclencher une émotion avec une substance, l'amphétamine, l'alcool, parfois des médicaments, la cortisone qui nous euphorise. Donc on peut déclencher une émotion avec une substance, mais pour déclencher un sentiment, il faut une représentation. C'est-à-dire
regard, et les artistes sont souvent fascinés par la mort, et ils sont de grands producteurs de l'art, en mettant en scène, en images, en mots, musique, la mort. Alors là, on peut parler de sentiment, mais on peut parler de sentiment que si on accède à la représentation du temps. Alors, qu'est-ce que je suis en train de préparer comme idée? C'est que finalement, la mort est liée à la créativité artistique. Nous, monsieur et madame Sapiens, sont sur Terre depuis 3 millions d'années. On parle depuis 200 à 300 000 ans. C'est-à-dire que pendant 2,5 millions d'années, on a communiqué comme les animaux, par des cris, par des postures, par des signes, des signes sonores, des signes manuels probablement. On a tapé sur des cailloux, on a tapé sur des troncs pour un xylophone, on a tapé sur un tronc d'arbre, et à ce moment-là, on pouvait communiquer un sentiment d'une représentation impossible à percevoir. Ça veut dire que quand monsieur et madame Sapiens sont morts, il y a eu le premier théâtre de la créativité, c'est-à-dire la première sépulture. On ne peut pas jeter le corps de quelqu'un qui est mort dans le réel, mais qui vit encore dans notre mémoire et dans notre affection. On est déchiré par quelqu'un, on comprend bien qu'il n'est plus dans le réel, et pourtant il est là. Il est là. Alors qu'on voit bien qu'il n'est plus dans le réel. Ce qui explique le chagrin du trauma, du deuil, et ce qui explique pourquoi aussi il y a le trauma du deuil. J'en parlais cette idée tout à l'heure, c'est pas la même chose. Le chagrin du deuil, je crois que personne n'y échappe. Un jour ou l'autre, on a tous un des deuils à faire, et c'est bien sûr des moments très douloureux de notre vie, mais dans ces moments-là, on reste soi-même. Alors que dans le trauma, on est hébété, on ne sait pas, on ne comprend pas. Ça peut arriver pour la mort, mais ça peut aussi arriver pour l'amour. Alors là, je suis en plein dans les romans de gare, hein, c'est-à-dire que là, la mort et l'amour, ben oui, c'est lié. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on a fait un travail à Toulon, comment réagit-on à la perte, au deuil du premier amour? Parce qu'on a pratiquement tous connu le deuil du premier amour. D'une part parce que statistiquement c'est vrai, et d'autre part parce que sur le plan linguistique, si on parle d'un premier amour, c'est qu'il y en a un deuxième. Donc on a tous connu cette épreuve. Alors comment faire ensuite pour surmonter ces épreuves lorsque on a inévitablement soit un deuil, soit un trauma? Alors, il y a plusieurs manières de le remplacer. C'est comme dans les tombes, comme monsieur et madame Néandertal avec les premières tombes, on met en terre un homme, une femme, et on lui fait dire des choses. C'est-à-dire qu'un homme, on lui met le genou vers l'Occident, la femme vers l'Orient, on jette des pétales de fleurs, on met des cailloux coloriés. Ces cailloux sont métamorphosés. C'est plus des cailloux, ce sont des cailloux qui veulent dire. Attention, ça c'est une tombe. Et à ce moment-là, on fait vivre le défunt et on le fait vivre en nous. C'est-à-dire qu'on lui prête un récit. On raconte son histoire. Il n'y a pas une seule culture sans rituel du deuil. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on perd quelqu'un qui vit encore là, on est contraint à en parler, on est contraint à le faire vivre encore. Et quand on va à un enterrement, dans notre culture, on pleure, on dit des choses autour de celui, celle qui nous a quittés, et on fait de la musique. Je pense à une dame qui a perdu son fils de 14 ans en 1 an parce qu'il avait un cancer. Et elle me dit, sa dernière année d'existence a été une merveilleuse histoire d'amour. Comment entendre une phrase pareille? C'est que l'enfant avait très vite compris qu'il allait mourir. Et s'il n'avait pas eu l'idée de la mort dans sa représentation, il aurait été comme tous les adolescents, il aurait promener sa mère parce qu'il préférait jouer au foot, parce qu'il préférait draguer la voisine,
ayant compris qu'il allait mourir, quand sa mère venait le voir, tous les jours, quand sa mère venait le voir, il y avait un énorme rebond d'attachement. Et sa mère l'a généreusement accompagné. Et pendant 1 an, ils se sont beaucoup aimés, et puis l'enfant est parti. Alors si on n'a pas compris les théories d'attachement, on peut dire que cette femme elle est curieuse, elle a aimé la mort de son enfant. Pas du tout. Elle a accompagné, elle a inventé une relation, elle a éprouvé une relation qui lui a permis, elle, de se protéger et surtout de soutenir affectivement son enfant jusqu'à la fin. Lorsqu'on pense à la mort d'un enfant adulte, on peut se représenter, puisque Boris Cyrulnik nous a vraiment bien expliqué la différence entre émotion et sentiment, on peut penser à la Pietà de Michelangelo. La Pietà qui est au Vatican, à Rome. Vous voyez cette Vierge Marie avec le corps du Christ sur les genoux. Vous savez que l'Église a beaucoup utilisé ces représentations mariales, la Vierge Marie, pour inciter les femmes à procréer, le petit Jésus, mais aussi pour supporter la souffrance du deuil, car les morts d'enfants étaient extrêmement fréquentes. Par exemple, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, 50% des enfants mouraient avant l'âge de 1 an, donc c'était terrifiant. Les femmes, les familles devaient affronter la mort de l'enfant. Et l'Église soutenait ces personnes grâce à cette statuaire, à ces représentations picturales. Il n'y a pas de terme pour désigner la perte de l'enfant. Certains parents acceptent le terme de désenfanter, pas tous. Et encore une fois, je tiens à présenter mes excuses à ceux qui ne se retrouveraient pas dans mon discours. C'est tout à fait normal. Ce n'est qu'une façon de parler de la mort d'un enfant. Et encore une fois, cela ne peut pas recouvrir l'intimité du deuil de tous. Donc ce mot deuil, exactement comme Boris Cyrulnik, je trouve qu'il est insuffisant en français. C'est-à-dire qu'en Angleterre, je trouve que les 3 termes bereavement, grief et mourning sont beaucoup plus adaptés. Bereavement, c'est l'état du deuil, je suis en deuil, I'm bereaved. Grief, c'est le chagrin, c'est l'état affectif du deuil. Et enfin, mourning, ça représente toute l'action de la collectivité, les rites créateurs dont vous avez parlé tout à l'heure. Et c'est très intéressant que les adultes également, et surtout ceux qui sont justement soumis à un certain nombre de manifestations difficiles du deuil, on a parlé des hallucinations tout à l'heure, les hallucinations du deuil qui sont tout à fait normales, mais pour ces personnes, où est le mort est une énigme. Et donc, si le lieu du mort est une énigme, c'est que justement, passer un certain temps avec le corps mort n'a pas pu se faire. Beaucoup de gens me demandent, dois-je revoir le mort? Parce que j'ai peur d'être traumatisé. Or, non, justement, la question du deuil, il est nécessaire, on le sait maintenant, on a parlé de trame de représentation. Certains neurobiologistes parleront de réseau de neurones, si vous voulez, mais je ne veux pas faire une interprétation biologique. Là, j'ai envie plutôt de faire une interprétation psychologique. Mais en tout cas, on a besoin de créer des liens entre ce qu'on a vu tout à l'heure, la réalité et même le réel de la mort, et maintenant, le manque. Car oui, le corps mort est différent. Et ça, c'est très difficile. La personne morte n'est pas la personne vivante, mais c'est encore la personne. Vous voyez? Et donc, c'est en cela que le corps mort fait la transition entre le vivant et le mort. Donc, faut-il voir le mort? Oui, c'est nécessaire, mais peut-être qu'on a besoin de précaution. Et surtout, quand cette question est posée pour les enfants, j'insiste sur le fait qu'on puisse d'abord parler avec l'enfant. Donc, si l'enfant nous demande comment il est, papa, comment il est maman, comment est mon petit frère, etc., eh bien, je pense qu'il faut le lui décrire. Il faut lui dire, bah, écoute, il a l'air tranquille. On pourrait croire qu'il dort, mais il ne dort pas. Il est mort, d'où l'importance, vous voyez, de mettre les mots, les vrais mots, et le mot mort peut être employé aujourd'hui avec un enfant,
dans la mesure où on peut dire que la mort, c'est quoi? Eh bien, c'est ne plus bouger, ne plus s'animer, et les enfants peuvent aussi répondre à cette question. C'est quoi pour toi la mort? Donc, chez les plus petits, on va avoir des choses tout à fait singulières. La mort est liée au mouvement, donc la mort est liée à l'absence de mouvement. Et puis, chez les plus grands, bien sûr, il va y avoir des formes de rationalisation. Quand on est mort, on ne peut plus bouger, on ne peut plus manger, on ne peut plus dormir, on est mort pour la vie. Hein, vous voyez donc tous ces liens qui peuvent être faits et qui dépendent, oui, bien sûr, de l'évolution et du développement de l'enfant. La relation avec le défunt, c'est une relation qui existe toujours. Simplement, elle se modifie. Et surtout, si on pouvait considérer l'amour qu'on porte au défunt comme une résultante, vous voyez, au sens géométrique du terme, eh bien, notre amour est toujours là. L'amour du défunt n'est plus là. Mais notre amour, lui, continue à exister. Et c'est intéressant aussi de se dire, voilà, la relation à lui, à elle, comment change-t-elle? Comment se modifie-t-elle? Vous voyez, donc, c'est pas juste de l'abstraction là que je fais à plaisir, c'est simplement qu'on puisse penser la relation avec autrui en, littéralement, la regardant. Et pour la regarder, je crois qu'il faut se confronter aussi au monde et aux autres qui peuvent, eux aussi, échanger sur leur douleur et échanger des paroles souvent très positives qui font du bien à ces personnes en deuil.